Bon retour sur ce plateau et la place justement à la dénonciation, l'une des rubriques de plus en plus prisées de ce programme. Nous avons la certitude qu'avec cette dénonciation, on fera un effort à notre manière de diminuer un tout petit peu les abus au niveau de nos quartiers, au niveau de nos localités, au niveau de nos pays. La dénonciation du jour de ce jour est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait, ici. Aujourd'hui, on dénonce certains comportements des agents de la CONAC. Alors, le jeune Rodrigue est ingénieur météorologue. Il a été affecté il y a 1 an à l'aéroport de Berthois en service de météorologie. Et 6 mois après son affectation, il a été affecté au poste de péage de, j'ai noté ça, Mandjou, à l'est du Cameroun, comme chef d'équipe. Alors, un matin, il reçoit les agents de la CONAC qui lui disent que ils ont interpellé 4 chauffeurs de taxi, 4 conducteurs qui disent avoir payé et n'avoir pas reçu les tickets au péage. Le jeune homme leur dit, ok, moi je ne connais pas ces chauffeurs, mais s'ils vous disent qu'ils ont versé de l'argent sans avoir reçu de ticket, convoquez-les ici et vous nous confrontez afin qu'ils disent quand et où, parce que moi, je ne me souviens pas avoir perçu de l'argent sans avoir donné de ticket au chauffeur. On lui dit, on va t'entendre. Il dit, ok. Et puis on lui dit, allons dans un restaurant, on va t'entendre. Il demande que, mais pourquoi m'entendre dans un restaurant? On dit, non, on ira dans un restaurant pour t'entendre. Il va dans le restaurant. On l'auditionne pendant près de 4 heures de temps. Et on lui dit qu'on va l'amener au poste. Il dit, mais pourquoi vous m'emmenez au poste? Vous avez demandé à m'entendre. Arrivé au poste, le motif a changé. On ne lui reproche plus d'avoir fait passer des conducteurs sans ticket. On lui reproche d'avoir, j'ai noté ça, d'avoir fabriqué des tickets parallèles désormais. Donc on lui dit que tu as fabriqué de faux tickets à remettre aux conducteurs. Il leur demande que, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Du coup, ils organisent une perquisition, ils convoquent sa supérieure, lui également, on fouille tous les bureaux. On ne retrouve pas de ticket parallèle fabriqué. Mais on lui dit non, on te garde quand même au poste de police. Du coup, il a passé la journée de mardi, celle de mercredi et celle de jeudi au poste de police, toujours parce qu'on fouillait les fameux tickets qui étaient des tickets supposément parallèles qu'on ne retrouvait pas. Et vendredi, on va le déférer. Il demande que, mais vous me déférez pourquoi? Je purge ma peine en cellule pour rien, je n'ai rien fait. Et dans le rapport, donc, comme je dis, on a plutôt mentionné que on lui reprochait d'avoir fabriqué des tickets parallèles. Mais devant le procureur, le motif a encore changé. On dit désormais qu'il est accusé de détournement de deniers publics. Il leur demande que, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a d'abord dit que j'ai laissé passer des conducteurs sans ticket. Plus loin, on dit que j'ai fabriqué des tickets parallèles, antidatés. On ne retrouve rien. Maintenant, détournement des deniers publics. Qu'est-ce que j'ai détourné? Je ne comprends pas. Et donc, le juge qui est saisi de l'affaire est rencontré par la famille qui dit, ok, même s'il fallait que l'enquête avance, on veut que notre enfant soit plaide ou alors comparaisse libre. Donc une liberté provisoire. Le juge dit non. Moi j'ai reçu les instructions. Donc il va seulement aller devant. Et donc la CONAC a pondu un rapport qui est sorti après dans la presse disant que on a interpellé quelqu'un à l'Est et que la CONAC a réussi à rentabiliser 325 000 francs CFA en 30 minutes. Ce qui me semble être... Oui, à ce péage. 325 000 francs. Oui, en 30 minutes. Donc, c'est l'équivalent d'environ 650 voitures, puisque c'est 500 francs le poste de péage. Tout à fait. Si vous faites 500, si vous divisez 325 000 francs par 500, on est à plus de 600 quelque chose. Donc, on a vu 600 et plus de voitures passer en 30 minutes à Berthois. Vous voyez que c'est assez curieux. Donc le jeune homme aujourd'hui voit sa carrière être vraiment fragilisée. Il est toujours retenu. Il ne sait toujours pas pourquoi. Et donc j'ai voulu ce matin qu'on en parle afin que les démineurs disent quelque chose sur ce qui se passe à la CONAC. Si parfois pour tenter de prouver, de justifier qu'on travaille, on peut arriver à de telles extrémités. Merci.
Bon, j'ai fait la version courte, vous l'aurez compris, Tout à fait. parce que l'histoire est un peu plus, Oui, plus longue. tout à fait. J'ai lu cette affaire au niveau de La presse. la presse, notamment Cameroun Tribune. Tout à fait. Et ce qui a quand même attiré mon attention, c'est la fin de votre dénonciation. Hein, Oui. qu'on puisse quand même dire que en 30 minutes, la CONAC qui était au péage a récolté 25 000 francs. CFA. Cela signifie que c'est l'équivalent pratiquement de plus de 600 plus de voitures. 650 voitures fait. en 30 minutes au péage de Berthois. Au péage de Manjou. Manjou. Je ne suis pas sûr que même à Boumniebel, on peut avoir de tels records. Mais bon, Au Maryland, on peut. on va y revenir. On va y revenir. On prend d'abord la dénonciation de manière générale. Timothée Abena et Somba, vous avez suivi cette dénonciation, les chefs d'accusation qui ont évolué au fur et à mesure les heures s'en allaient. Entre-temps, on vous fait comprendre que on va entendre le jeune homme, non pas dans un poste de police, mais c'est dans un restaurant qu'on va l'entendre. Je vous passe la parole. Merci, Pafa, ici, de me passer la parole sur ce sujet. Le premier problème que je peux déceler ici est d'abord le profil de l'ingénieur météorologue qui se retrouve chef d'équipe au niveau d'un poste de péage. Ça, c'est le premier point d'interrogation, parce que lui-même, on peut questionner le mécanisme par lequel il est parti de la météorologie à la finance routière. Maintenant, visiblement, on peut comprendre qu'il y a une sorte de complot. Et deux éléments l'attestent. Le premier élément, c'est le caractère succédané des motifs ou alors des chefs d'accusation. Ils ont tellement évolué de manière à davantage accabler le jeune homme. Le deuxième élément ici est les propos du procureur qui dit avoir reçu des instructions. Les instructions de qui? Et un élément qui interroge davantage ici est l'inexistence de la dénonciation. La CONAC ne fonctionne pas de façon spontanée. Généralement, la CONAC descend sur le terrain à partir d'une dénonciation. Certes, elle peut être anonyme. Mais on a d'abord dit qu'il y a des chauffeurs qui ont incriminé. Maintenant, est-ce que c'était une stratégie de la CONAC juste pour appréhender le jeune homme? Mais tout porte à croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé d'en découdre avec le jeune Rodi. Et c'est là que tout le problème se pose. Et je vais chuter en disant qu'on peut questionner aussi la valeur de la CONAC dans notre contexte. Nous avons tellement donné de l'importance à la CONAC, mais que nous avons étiolé par la suite en faisant que la CONAC ne puisse pas saisir directement la justice. Il faut qu'elle dresse des rapports, qu'elle adresse au chef de l'État qui décide de poursuivre ou pas. Or, dans cette affaire, par quel mécanisme, quel est le fondement juridique qui permet à la CONAC désormais d'entraîner directement à la justice des personnels incriminés par leur dénonciation et pourtant ils jouissent encore de la présomption d'innocence. Merci. On accueille également M. Bomba qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs ce matin. Vous êtes directeur de publication de commune Actuelle. Commune actuelle. Commune actuelle. D'accord. Ce matin, parfait, je suis le directeur de publication de commune actuelle, en même temps président de sous-section dans l'Union ISO, RDPC. Avant de... Vous êtes du parti au pouvoir. Exactement. Avant d'arriver à... Vous êtes à la mangeoire. Non, pas à la mangeoire, Ah, parfait. Parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes. Je vais mettre entre guillemets ce que je vais dire ce matin. Sur le compte de notre commune d'arrondissement de Mangama, parce que le maire vraiment ne nous aide pas beaucoup, les populations de Chimois. C'est un maire SDF. Non, c'est un maire RDPC. C'est un maire RDPC. Vraiment, le maire de Mangama. Oui, nous sommes très fustigés, les populations de Mobomozoa. Vous êtes très fâché contre le maire. Contre lui, parce que on ne peut pas hypothéquer le développement de tout un village, un grand village, comme Mobomozoa, juste parce qu'il faut qu'on accepte que nous ayons des forêts communautaires. C'est très impossible chez nous. Pour qu'on nous fasse la route, il faudrait qu'on accepte entrer dans cette histoire de forêt communautaire, vendre nos terres en fait, en quelque sorte, pour nous faire la route au Suissam Mobomozoa, qui est, ma foi, est devenue une piste carrément impraticable. Je crois être là plus de 5 ans aujourd'hui.
que les tracteurs ne sont plus passés là. Je crois la dernière commission qui est passée, c'était là 7 ans. Je crois que c'était le maire. Je pense que là, c'est une dénonciation dans la dénonciation. C'est très énervant. On y reviendra suite à dénonciation prochainement. Mais celle qui nous préoccupe ce matin est surtout celle qui a été donnée tout à l'heure par Bernardo, où un jeune ingénieur est épinglé. Et si l'on s'en tient à cette dénonciation, on se pose quand même un certain nombre de questions. Je veux poser une question à Bernardo. Le jeune ingénieur, il travaille pour qui? Le jeune homme qu'on épingle, il travaille pour qui? Pour la CONAC? Non. Il travaille au péage. Il travaille au péage. Le Manjou. Le Manjou. Et qui viennent l'arrêter actuellement? C'est les éléments de la CONAC. Les éléments de la CONAC. Accompagné des forces de l'ordre, bien sûr. En compagnie de la compagnie des forces de l'ordre. Puisqu'il a été gardé à la police judiciaire de Bertha, au service de la PJ de Bertha. Bon. Donc, c'est la CONAC qui instruit cette arrestation. Tout à fait. Parfait. Peut-être je vais emballer tout ça dans le couloir et de dire que, vous savez, Dieudonné Massingam, c'est un homme très intègre. Celui qui est à la tête de la CONAC. Vous savez, parfois, et aujourd'hui au Cameroun, on se retrouve avec les infiltrés. C'est-à-dire les gens qui sont... Massingam est très intègre. Oui, il est très intègre. C'est vrai que le processus de recrutement des gens qui travaillent autour de lui, on ne le connaît pas. Ça bafoue l'intégrité déjà dont vous parlez. Exactement. Mais il est très intègre. Le terme Oui, trait. il est très intègre. Bon, en enlevant trait, il est intègre. Commencez par enlever trait. Oui, D'accord. il est intègre. On peut avancer. Vraiment, c'est un homme vraiment pas d'une moralité douteuse, mais d'un homme qui sait faire son travail. D'accord. Oui, qui remplit les missions du chef de l'État. D'accord. C'est vrai que quand vous êtes à la tête, quand vous êtes à la tête d'une institution aussi pareille et que forcément vos éléments tombent dans ce genre de faille, c'est vous qui êtes la première personne à tirer dessus. Aujourd'hui, les éléments de la CONAC n'aident plus notre administration énormément. Je crois qu'il faudrait peut-être revoir ou peut-être faire des séminaires de renforcement des capacités. Parce qu'elle a dit que... Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que la CONAC elle-même devra déjà être sensibilisée? Quelque part exactement, parfait. Elle doit être sensibilisée afin que ces agents sachent même de quoi est-ce qu'il est question. Parce que beaucoup, Timothée l'a dit tout à l'heure, que comment est-ce que quelqu'un qui a la méthodologie se retrouve dans les finances et tout. Donc il y a un flou tout où parfois on a envie de tirer sur tel, on a envie de tirer tout, et pourtant il y a un problème de fond à l'intérieur qu'il faut d'abord commencer. Alors nous allons aller dans le fond de la dénonciation. C'est ça qui est également, entre autres, important. On a eu un détail là où Bernardo nous fait comprendre que les éléments de la CONAC sont partis du fait que ils ont interrogé 4 conducteurs qui ont dit qu'ils ont payé, mais n'ont pas reçu de ticket. Et voilà pourquoi ils sont donc venus interpeller le jeune homme. Le jeune homme leur dit que lui ne se rappelle pas avoir commis ce genre d'acte et que bon, si les conducteurs en question peuvent revenir pour une confrontation. Jusqu'à présent, les gens à la CONAC n'ont jamais mené les conducteurs. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que au départ même de la fin, il n'y a pas déjà de flou? Il y a beaucoup de flou. Parfait. Avant d'arriver, vous savez, quand on est en route, oui, nous qui voyageons parfois régulièrement, parfois il y a des jours au péage, tu donnes 500 mais tu ne prends pas le ticket, tu passes. Ouais, tu es généreux. Oui. C'est vrai que, là je vais intervenir, Oui. J'avais l'habitude de le faire. C'est-à-dire, bon, moi j'arrive à un péage, je donne 500 francs. Oui. Lorsque le garçon qui vend les tickets me remet le ticket, je dis non, ça va. Et moi je passe. Un jour donc je portais un ami dans la voiture, il me dit, parfait, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, bon, c'est lui de nous aussi ça bien. Et je dis, non. Ce que tu fais là n'est pas bien, parce que tu n'aides pas l'État. Donc, il y a un petit débat à ce niveau. Il y en a qui donnent souvent de l'argent au péage et qui ne récupèrent pas le ticket. Bon, ça dépend. Exactement. Donc, déjà, je ne vois pas comment est-ce qu'un conducteur de camion qui est précisément, qui doit rendre compte, qui travaille pour une entreprise. Oui. Non, cela ne laisse pas. Il ne laisse pas. Ça c'est, on ne peut pas. Ça sont des personnels parfois qui jouent comme ça. Voilà. Alors, mais est-ce que ces camions ces conducteurs-là ont reconnu avoir donné l'argent aux genoux? C'est là se pose la question. On ne les voit même plus. On ne les voit même plus. D'où sort l'acharnement
de ces éléments de la CONAC sur ce jeune garçon. Qu'a-t-il fait, hein? Qu'est-ce qu'il doit acquis pour un tel acharnement? C'est pour ça que je dis, plusieurs questions reviennent et on se pose la question, que cherchent les gens de la CONAC sur ce péage-là? Merci. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, au départ de l'action, lorsque on mettait sur pied la CONAC au Cameroun, comme son nom l'indique, c'est la Commission nationale anti-corruption. C'était justement pour qu'on puisse tordre le cou à cette corruption qui gangrène l'administration camerounaise. Mais de plus en plus, il y a plusieurs plaintes également. Les gens se plaignent plutôt de plus en plus contre la CONAC. Moi, je suis un peu perdu. Est-ce que ce sont les Tchadiens qui sont à la CONAC? On n'est pas allé chercher les gens à la Lune pour mettre à la CONAC. C'est vous, les Camerounais, là, qu'on a ramassé, corrompu, on a mis à la CONAC. Donc, même si le bâton fait 50 ans dans l'eau, il ne deviendra pas caïman. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous allez si loin. Tout ce truc est faux du début à la fin. Du début à la fin. Première chose, si un conducteur paye les 500 francs au péage, il est en droit d'exiger Bien sûr. son ticket. Bien sûr. Première chose. Donc, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a payé à exiger son ticket. On a refusé on le lui donne automatiquement. Mais si on feint de ne pas vouloir le lui donner, il est en droit d'exiger. Et je n'ai jamais entendu que quelqu'un a exigé son ticket. Et on a refusé de lui donner. Ça veut dire quoi au moins? Ça veut dire que si des gens sont passés laissant leur argent sans prendre le ticket, ça veut dire qu'ils sont complices de corruption. C'est ce que tu faisais souvent. Les 500 que tu laissais là. Bon, dans un état délabré, on peut faire certaines choses en se disant qu'on maltraite tellement les gens que l'État nous énerve. C'est-à-dire nous préférons donner même l'argent aux citoyens plutôt que de le donner à l'État. Donc, les 4 chauffeurs qui auraient prétendument versé de l'argent sont complices de cet acte de corruption. À minima. Sinon, ils sont les corrupteurs. Et celui qui aurait perçu de l'argent serait le corrompu. Voilà la première chose. Donc, il faut faire venir les corrupteurs qui ont engagé la corruption et est confronté avec le corrompu. Première chose. Deuxième chose, et le DP l'a dit, je viens d'apprendre que la CONAC se saisit déjà des affaires et va en justice. J'apprends ça sur votre plateau. Ce n'est pas le rôle de la CONAC. Oh, peut-être alors la CONAC est devenue une instance judiciaire. Ce n'est pas le rôle de la CONAC. Ce monsieur appartient à une administration. C'est pour cela que la CONAC nous fournit des rapports. Tout à fait. Elle fait donc un constat circonstancié. Elle envoie ce constat à la fois dans l'administration de ce monsieur, au chef de l'État, ainsi de... Elle a tous ses réseaux. Je ne savais pas que la CONAC attrape derrière les gens, amène les gens devant les procureurs. Mais tous les bandits qui sont donc là. mais moi je comprends. Comment même, on est même dans quel pays? Vous dites que Massinga met quoi? Si c'est déjà ça le rôle de la CONAC, pourquoi nous souffrons encore? Nous disons ici que plein de rapports remontent et les instructions sont attendues. La CONAC est sur 1000 dossiers. Si elle a donc ce pouvoir de mettre tout un fonctionnaire en prison, mais tous les autres, la CONAC, vous faites donc quoi? Il faut vérifier donc que ce soit la CONAC elle-même. Dans toute cette affaire-là. Vérifier que cette affaire-là, c'est la CONAC qui a fait ça. Le procureur doit prouver que c'est... Il faut qu'on comprenne. Non, n'arrêtez pas cette affaire-là. Ce n'est pas le rôle de la CONAC. Si le président de la République leur avait donné un tel rôle, encore que ce n'est pas à ces gens-ci qu'il faut donner ce genre de rôle. Il faut dissoudre même l'affaire-là. Dissoudre quoi? La CONAC. La CONAC? Oui. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Donc elle nous sert à rien. À mesure que le temps passe, elle confond les rôles. Non, elle a pris les maladies contre lesquelles elle devait lutter. Donc, il faut la CONAC bis qui va s'occuper de la CONAC. À l'époque, on avait créé la police des polices. Mais il y a la police des polices, effectivement. Et c'est dangereux parce que la CONAC était une sorte de police des polices. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il faut créer la police de la police des polices? C'est ça le problème. Notre niveau de corruption est grave. J'ai entendu le monsieur du RDPC là. Faut souvent nous épargner vos choses
la pensée le chef de l'État, non. Si le chef de l'État veut les gens sérieux pour lutter contre la corruption, il les connaît. Le président actuel de la CONAC est un pasteur. Ouais. Voilà. On a... Révérend pasteur Massinga. Voilà, je crois on s'est dit que non, les pasteurs, l'un de ses vice-présidents, l'un de ses adjoints est un homme public très connu pour sa rectitude également. Garga Aman a dit. Mais le constat que nous faisons quand même, c'est qu'on a d'abord démembré la CONAC dès le début. Elle n'a pas reçu la puissance coercitive. Donc les gens ont commencé à d'autres échelles à corrompre les agents de la CONAC. Vous appelez les gens de la CONAC, ce n'est pas évident. Donc déterminer la CONAC qui a été à l'Est là. Maintenant, dernier point. J'ai lu également, et Cameroun Tribune a relayé cette information. Vous voyez ce qui est dangereux. Les gens croient qu'ils ont été les seuls à l'école. Pour que Cameroun Tribune soit capable de relayer une information sur un péage à Menkwang là, Manjou, vous devez voir qu'il y a quelqu'un qui suit ce dossier-là. Pour arriver jusqu'à Cameroun Tribune, et les péages de Boumiere, Cameroun Tribune n'est pas encore allé là-bas pour voir ce qui s'y passe. Et donc, voilà, on a alors attrapé le plus mauvais des péages du Cameroun, non? Merci, Cameroun Tribune. Les autres péages. Maintenant, ici, ça devient donc intéressant. À quel niveau? La CONAC nous dit qu'en 30 minutes. C'est là où ça devient intéressant. Waouh! Pardon, pour dire, ce qu'il faut faire, c'est qu'on voit la CONAC donc prendre tous les péages. Oui. Parce que le péage reste ouvert 18 heures au moins par jour. À raison de 325 000 30 minutes, c'est 650 000 heures fois 18. Tape là. Il faut que les Camerounais voient la nombre d'argent qui doit la CONAC doit apporter. Voilà, nous avons donc maintenant 650 000 par heure multiplié par 18. Nous trouvons que nous avons par péage 11 700 000 par jour. Non, pour 30 minutes. Non, par jour. 18 heures, ok, 18 heures. En 18 heures. Par jour, 11 700 000. Le Cameroun compte à peu près combien de péages? Parce que nous sommes dans 10 régions, nous avons à peu près 50 péages. Voilà, donc nous avons donc par jour 11 millions. Plus de 600 millions de francs. Par jour. Par jour. C'est ce que la CONAC nous dit. Voilà, si nous partons donc par mois, mon Dieu, le Cameroun a donc 17 milliards et demi de péages par jour, par mois. En un an donc, vous voyez ce que le péage du Cameroun donne. Pourquoi on n'a pas de route? Pourquoi la CONAC doit prendre les péages du Cameroun? Les Camerounais doivent demander que la CONAC, les agents qui étaient arrêtés là, on les transforme, eux deviennent agents des péages. Parce que ça dépasse même tout l'argent du ministère de la DGI. Il y a autant d'argent. C'est bien, c'est possible. Mais il faut que la CONAC prenne donc toutes les mesures. Non. Quand on cherche les poux à quelqu'un, il ne faut pas le faire jusqu'à ce point-là. Nous luttons, nous voulons tous que cette affaire s'arrête. Mais si c'est à tête chercheuse, moi je suis de Boumiébé, je vois les gens passer sans donner, sans prendre des tickets. D'autres sans payer. Ainsi de suite. Beaucoup d'hommes en tenue refusent même d'ailleurs souvent de payer nos péages. C'est quand même alors qu'il est... Mais c'est écrit, tout le monde paye. C'est quand même grave. Donc, allons-y sérieusement. Moi, je vous ai dit, je conclue là-dessus. Vérifiez-moi cette affaire de CONAC. Et vérifiez que la CONAC a reçu désormais les pouvoirs de procéder à ce genre d'action. Merci beaucoup Pierre Bleriot pour votre intervention. Bernard Dobasson, on vous repasse donc la parole. Ce qui est quand même curieux dans cette affaire est que rien que pour ce péage de Manjou, on a la nette impression que la CONAC en a fait tout un plat. Tout un gros plat, une certaine presse a été mise à contribution, le garçon en quelques 2-3 jours a été mis sous mandat de dépôt. Attends, qu'est-ce qui ne va pas finalement? Parfait, ici, avant de répondre, Monsieur Bomba, les Camerounais vous regardent, le monde vous regarde. Donc vos inclinaisons politiques parfois énervent les Camerounais.
Quand vous venez dire tel est très intègre, le chef de l'État a fait que sa politique a fait que ça énerve les Camerounais. Monsieur Basson, parfois par Monsieur Boulomba est libre. Non, je ne dis pas qu'il est. Je ne le blâme pas. Je ne le blâme pas. Je ne le blâme pas. Je suis pour le blâmer. Parfois les Camerounais, quand ils vous écoutent, ils veulent seulement vous gifler. Je vous dis la vérité. Mais mettons cela à côté. Parfois ici. Vous parlez au nom de tous les Camerounais. Au nom des Camerounais qui se sentent révulsés par ce régime. Mais avançons. Premièrement, revenons à la dénonciation. Premièrement, sur le plan pénal, Oui. ici, il y a une situation que je ne m'explique pas. Le code pénal est clair. Article 118, alinéa 2. On ne garde pas quelqu'un à vue lorsqu'il a un domicile identifié. En principe. L'exception, c'est que il faut qu'il soit suspecté de crime. Ou alors qu'il soit en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de preuves concordantes pour qu'on le garde à vue. Tant qu'on est encore dans les supputations et qu'on peut déterminer clairement son domicile ou son poste de travail, parfait ici, on ne le garde pas à vue. Donc, la PJ de Berthois, qui a gardé ce monsieur pendant 3 jours à vue, violant le code pénal, est en faute. Un fonctionnaire en service. Oui. Un fonctionnaire, il faut préciser, un fonctionnaire en service. Donc, premièrement, elle est en faute, déjà. Est-ce que l'administration de ce fonctionnaire a mis ces fonctionnaires à la disposition de la PJ? Deuxièmement, le code pénal a encore réglé la question de la corruption, celle passive et celle active. Si on veut arrêter quelqu'un pour une éventuelle corruption, il faut qu'on intègre bien le corrupteur et le corrompu. Pourquoi on choisit une personne et on laisse une autre? Ces conducteurs sont au moins aussi coupables que le jeune homme qui est suspecté ici, qui est mis en cause ici. Donc là encore, il y a problème. Maintenant, plus loin. Je ne sais pas si dans les rapports de la CONAC, elle-même se cite souvent parmi les instruments corrompus du Cameroun. Parce qu'il faudrait que, oui, il faudrait qu'en citant, elle cite souvent la justice, la police, etc. Il faudrait également qu'elle se cite elle-même la CONAC comme une agence corrompue. Du côté de la CONAC, ils n'ont pas d'éléments qu'elle-même est corrompue. Donc elle ne peut pas se citer, ce n'est pas possible. Monsieur le mec a posé une question. Vous pensez que ce sont les Martiens qu'on a mis à la CONAC? Les Camerounais, les bandits, les voleurs. Non, ce ne sont pas le dire. Nous n'avons pas d'éléments. Ok, j'avance. Pour l'instant, nous n'avons aucun élément pour savoir que du côté de la CONAC, ce sont des gens de moralité douteuse. J'avance C'est encore. donc des gens de bonne morale. Dans un pays, on peut les mettre dans tous les autres ministères. Dans un pays, on parle de justice. Oui. Mais vous arrivez en justice où le juge vous dit j'ai reçu des instructions. Donc vous comprenez que cet enfant est tout simplement victime d'acharnement de la part de certains bandits. Et vous demandez comment est-ce que la CONAC arrive à ce niveau, parce que le Cameroun Tribune en face le relais. C'est parce que la CONAC sait qu'elle est tellement maladroite, elle est tellement médiocre et nulle, elle cherche les moyens de se blanchir. Non, et donc elle met la main. On a que médiocre et nul. Je retire ce que j'ai dit. Peut-être qu'elle n'est pas médiocre et nulle. Je retire ce que j'ai dit. Il y a peut-être des choses à reprocher à la CONAC, mais bon. En tout cas, je retire ce que j'ai dit, mais je dis bien. La CONAC cherchait le moyen de se donner bonne figure, chercher le moyen de se blanchir, et donc a mis la main sur un pauvre innocent, abuser d'un innocent comme ça. Et les juges sont complices de cela. Eux qui ont l'impérium, eux qui ont le pouvoir de trancher, de rendre justice, d'être aveugles pour des cas, d'être sans émotion. C'est eux encore que la CONAC ne met pas en mouvement un juge. Maintenant, parfait ici, je vais sortir parce que les 2 années ont dit. Moi aussi, bon, je suis juriste, peut-être je ne suis pas le juriste du ciel de la terre, comme certains. Mais j'apprends aujourd'hui que la CONAC elle-même peut déjà commencer à diligenter les procédures, qu'elle prenne dans les honoraires. Qu'elle prenne les honoraires. C'est-à-dire, comment est-ce que la CONAC réussit? On sait comment elle fonctionne. Elle dresse des rapports qu'elle envoie à l'administration publique qui après se charge d'ouvrir des enquêtes, d'instruire, d'ouverture des enquêtes. Mais comment aujourd'hui elle décide, elle prend elle-même un jeune homme, elle l'amène à la police, et la PJ est complice, et les juges sont complices. Dans un pays comme le Cameroun, on voit tout cela être fait, et on laisse. Ouais, Timothée, en quelques secondes, oui. La CONAC elle-même ne prêche pas par le bon exemple en matière de transparence et d'intégrité. Le premier tour de table. Vous avez un problème contre la CONAC? Non, pas de problème. Oui, pas un problème. Mais il faut questionner l'efficacité de cette institution dans la politique de protection de la fortune publique. Déjà, on ne sait pas comment on recrute à la CONAC. Voilà. Personne ne sait comment on fait pour travailler à la CONAC. Mais on nous a dit ici que le patron là-bas est très intègre. Il a mis par optage. Maintenant, lorsque les fonctions d'une institution sont mal pensées, elles entraînent forcément des dysfonctions. Le fait d'avoir dépourvu la CONAC de la force coercitive et le fait que plusieurs rapports n'aient pas abouti à des enquêtes judiciaires
peut créer un effet psychologique auprès des employés de la CONAC à se dire, puisque tous nos rapports, entre guillemets, ne servent à rien, sauf peut-être du point de vue de la pédagogie, on peut aussi nous enrichir devant les faits de corruption que nous allons détecter. Le même problème a eu lieu au niveau des inspecteurs du CONSUP, qui dans la plupart des procès TCS sont cités comme ayant aidé les détourneurs des deniers publics à blanchir les comptes. Ah bon? Oui, beaucoup d'inspecteurs d'État sont cités au TCS. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on décide de mettre sur pied une institution. Les pays les plus intègres du monde sont des pays scandinaves. Tout à fait. La Norvège, la Finlande, Le Danemark. Il n'y a pas de CONAC là-bas. Si on veut véritablement lutter contre la corruption, il suffit de travailler sur les mentalités en prêchant par le bon exemple. Vous pensez qu'un État normal s'abandonne entre les mains des particuliers? Des particuliers. On a le CONSUP et on crée la CONAC. On voulait donner des postes aussi à d'autres amis qui voulaient travailler. Ils ne pouvaient pas être ministres. Merci. Hein. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait apporter comme dénonciation ce matin. Il faut repréciser qu'il s'agit du paysage, le paysage de Manjou. Et non le péage, donc c'est le pesage de Manjou. Il y a plusieurs interventions, plusieurs messages qui ne font que pleuvoir concernant cette affaire. C'est la preuve de ce que l'affaire est véritablement très suivie. C'est ce qu'on venait donc de dire aggrave même la situation, parce que le principe au paysage, c'est que les voitures s'arrêtent. Elles vont tout lentement. En 30 minutes, même au Maryland. Parce que là, au péage même, les voitures passent. Ça prend quelques secondes. Le pesage, c'est que tu t'arrêtes. Et en 30 minutes, ils font 350. Ce sont des engins. Oui, M. Bomba. Je vais répondre un peu je vais dire deux mots. Allons-y. Tout à l'heure, quand je parlais du pasteur Massingam, je parlais d'intégrité des hommes intègres. J'ai parlé de réorganiser la CONAC. Quand tu as vu son intégrité où? Permettez-moi. Mais dis-nous comme parce qu'il est pasteur. Laissez-moi parler. L'intégrité de Massingam, tu as vu ça? Permettez-moi d'aller faire de ma pensée. Laissez-moi. Je sais que les Camerounais ne vont pas me gifler aujourd'hui. Au calme, M. Bomba. Fais attention. Le monde te regarde. Je suis d'accord avec toi. Ne dis pas de bêtises, le monde te regarde. Son adjoint, le ministre Garga, c'est un homme vraiment qu'on sait vraiment d'une rectitude un peu très élevée. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du recrutement. On ne sait pas comment quel est le processus des gens qui travaillent avec eux. Des gens, est-ce que la CONAC qui recrute les gens qui travaillent là-bas? C'est pas moi parfait. Vraiment, ce n'est pas c'est pas le chef de la CONAC qui recrute? En fait, je ne peux pas. C'est pas cooptage. C'est pas. Je ne sais pas. Je peux vous expliquer. Vous dites que vous vous interrogez comment on recrute à la CONAC. Exactement. Et vous semblez. Parce que ce sont ces éléments-là. On va de pas à pas. vous semblez tirer sur ceux qui travaillent à la CONAC. Exactement. Tout en reconnaissant que M. Massingam, qui est le chef de la CONAC, lui, l'est intègre. Et je vous pose la question de savoir qui recrute ceux qui travaillent à la CONAC. Pour moi, les recruteurs de la CONAC, ce n'est pas Bomba. Ce n'est non plus. C'est pas Massingam. Je ne sais vraiment pas si c'est si c'est Massingam qui recrute. Nous ne connaissons pas le procédé de recrutement parfait. Le procédé de recrutement. Tu as déposé un dossier pour une seule là-bas. Non, je n'ai pas déposé. Pourquoi tu parles bien comme ça? Je ne suis pas en train de vouloir la défendre, ni de Massingam doit revoir le fonctionnement de la CONAC. Exactement, c'est là où j'allais en venir. On lui dit comme ça. Oui, c'est là où j'allais en venir, qu'on doit revoir les missions de la CONAC. On va avoir de quelqu'un qui devait nous mettre de l'ordre dans le pays. Si la CONAC ne travaille pas bien, il faut dire ça. Massingam doit revoir cette affaire. Donc on est très fiers comme ça. C'est là où j'allais. On n'est pas fiers de la CONAC. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous prenons d'abord une touche pause et on reviendra pour lire les nombreux messages.